Alors, je prends en même temps, effectivement, pardon, le partage d'écran. Donc, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler d'un sujet qui, j'allais dire, anime mon quotidien, puisque je suis, Bertrand le disait, CXO, responsable expérience utilisateur au sein de la Maïf, avec une petite particularité, c'est que la Maïf, on l'entend, expérience utilisateur s'entend aussi bien du côté des clients, qu'on appelle sociétaire. Je le pose d'entrée si jamais j'utilise le terme en cours d'intervention, vous saurez que ce sont nos clients, et puis collaborateurs, avec à chaque fois l'approche symétrique, et une équipe qui a une mission transverse de vision globale de cette expérience utilisateur, d'une part, d'animation et d'amélioration aussi de l'expérience en collaboration avec des équipes de design, puisque depuis plusieurs années, la Maïf a intégré le design en tant que pratique dans ses activités. Et on a fait même un moteur de sa transformation pour devenir une entreprise toujours plus centrée utilisateur. Alors, l'idée, c'est de partager avec vous aujourd'hui comment ça s'inscrit dans la continuité et dans une démarche qui est vraiment ancrée presque dans l'ADN, j'allais dire, de la Maïf. En fait, plus que de vous parler du design en tant que tel à la Maïf, même si on en parlera tout à l'heure et on reviendra sur notre approche du design, l'idée, c'était de partager avec vous comment elle s'inscrit dans un écosystème global qui nourrit vraiment nos actions, évidemment, en termes de design, et qui s'appuie sur un socle très global et très ancré, j'allais dire, en tout cas très fort, qui donne toute la puissance à la démarche humaniste et responsable. Donc, l'idée, c'est vraiment, alors rapidement, de vous présenter l'intention. C'est quoi cette démarche à la Maïf? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Comment elle s'articule? Et puis ensuite, de partager avec vous des illustrations concrètes au quotidien, comment on le vit à la Maïf, de façon générale, et puis évidemment, en termes de design, comment ça se traduit. Si je reprends, c'est quoi, entre guillemets, la démarche humaine et responsable à la Maïf, un petit rappel historique. Alors, je vous rassure, je ne vais pas être très longue et je ne vais pas vous donner un cours d'histoire, même si la Maïf, historiquement, justement, est très liée à l'éducation nationale. En fait, pourquoi un petit rappel? C'est parce que l'histoire est très illustratrice, en tout cas éclaire vraiment comment et pourquoi est née la Maïf et continue de diffuser aujourd'hui, puisqu'en fait la Maïf, elle est née dans l'entre-deux-guerres en 1934, et elle est née d'un collectif d'instituteurs qui l'a créée en opposition avec le système capitaliste. Leur idée, c'était de dire on ne veut pas payer, je vous fais très court et très mal évidemment, parce qu'à l'époque, ils ne l'ont pas formulé comme ça, mais l'idée, c'était on ne veut pas payer et enrichir quelqu'un d'autre pour des risques potentiels. Donc, on préfère une solidarité entre nous, et ils ont constitué finalement, le principe est assez basique et en tout cas très pragmatique, c'est le principe du pot commun, avec une notion qui était de dire chacun met au pot commun et ce pot sert à couvrir en cas d'accident ceux qui en ont besoin. Avec un principe du coup s'il y en a plus à la fin de l'année, s'il en reste dans le pot commun, on le repartage entre nous. S'il en manque, chacun remet au pot. Et c'est aussi, au-delà du système, ça montre surtout le fonctionnement assuré-assureur qui responsabilise chacun dans son attitude et dans son recours à ce pot commun. Et on voit que finalement, dès cette création, il y a cette notion de bien commun et de responsabilité individuelle face au collectif. Et ça, c'est donc dans l'ADN et on le ressent encore aujourd'hui, on va y revenir, mais c'est quelque chose de toujours très ancré et qui place finalement, souvent on le formule comme ça en interne, c'est la personne humaine qui est au centre de ses préoccupations. On voit bien quand ils ont créé, c'était des instituteurs, ce n'était pas des assureurs, ce n'était pas des chefs d'entreprise, ils sont restés instituteurs. La petite anecdote qu'on raconte souvent entre nous, c'est au début, ils recevaient le nouvel instituteur qui venait s'assurer dans leur cuisine. Il n'y avait pas c'était pas une structure, une entreprise en tant que telle, c'était vraiment un état d'esprit et une envie commune. Et c'est bien comme ça que ça s'est conçu et comme ça qu'on continue de le vivre. D'ailleurs, ce modèle, en fait, il existe encore. Alors évidemment, je vous rassure, il a évolué. On ne vous reçoit plus dans la cuisine quand vous venez souscrire un contrat. Mais le principe d'assuré-assureur est toujours valable à la Maïf.
c'est-à-dire qu'on n'a pas d'actionnaires, on n'a pas d'investisseurs. Ce sont tous les assurés, donc nos fameux sociétaires, tous les assurés qui finalement possèdent la Maïf et qui décident aussi de ce qu'elle fait. Sur ces deux idées, quand je dis elle possède, ça a une conséquence directe très importante, c'est qu'on parle souvent en interne de juste prix. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de recherche de bénéfice à tout prix. Alors, évidemment, on est une entreprise économique, donc on a besoin d'avoir un résultat positif, on a besoin d'une capacité d'investissement pour vivre et tourner. En revanche, on ne va pas être sur de la recherche de bénéfices à tout prix, dans le sens où l'objectif, quand on sort un produit, n'est pas de dégager le plus de marge possible, mais c'est bien, et c'est la notion de juste prix, d'avoir un équilibre entre je couvre le besoin de mon client, je garantis son risque et donc son capital, son bien. Évidemment, je permets le fonctionnement et les investissements de l'entreprise pour qu'elle continue à vivre, mais j'allais dire c'est tout. Et c'est que ça, il n'y a pas de notion de marge de rentabilité au sens très, je mets des guillemets, mais très capitaliste. Et ça peut paraître anecdotique, sauf que dans un conseil d'administration, dans une gouvernance, quand les décisions sont prises en se disant on cherche avant tout à protéger, à rendre service, à couvrir, forcément ça induit, on parlait tout à l'heure d'humain au centre, c'est vraiment le cas, et c'est renforcé par notre système de gouvernance. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça peut paraître un peu compliqué quand on le voit de loin, mais en fait, le système de gouvernance, il est resté, vous vous souvenez tout à l'heure de la photo de nos instituteurs en noir et blanc, et ben en fait, nos assurés restent au cœur même de la gouvernance. On a un système de démocratie représentative, mais très concrètement, moi, Delphine, je suis assurée Maïf. À ce titre-là, je vais élire celui qui me représente à l'Assemblée générale. D'ailleurs, moi-même, je peux me présenter. Alors, moi non, parce que je suis salariée, mais dans l'absolu, en tant qu'assurée, je peux le faire. Il y a 750 assurés qui représentent les autres assurés à l'Assemblée générale et qui décident, puisque l'Assemblée générale est bien l'Assemblée qui approuve les comptes, qui valide les décisions du conseil d'administration, qui valide sa politique et qui élit le conseil d'administration lui-même élu parmi les assurés. Donc, ça veut dire que dans notre conseil d'administration, qui est l'instance suprême, entre guillemets, dans la gouvernance, le tour de table est composé d'assurés. Typiquement, un des exemples, mais c'est le cas pour tout le tour de table, notre président actuel, Dominique Mahé, est alors ancien, parce qu'il est aujourd'hui à la retraite, mais d'histoire. Donc, pas du tout un assureur, pas du tout un chef d'entreprise à l'origine. Évidemment, aujourd'hui, il l'est, mais il est bien là pour représenter l'intérêt de l'assuré et le prendre en compte à chacune des décisions du conseil d'administration. Donc, on voit bien, forcément, j'allais dire, ça semble une évidence, mais dans une gouvernance de ce type-là, avec cette histoire-là, l'humain prime sur l'économique. Et c'est quelque chose de très important. Juste à titre d'illustration, la situation de la crise actuelle, ça a permis de démontrer vraiment cette importance de l'humain. Deux exemples, là aussi, en regardant la symétrie, c'est si on regarde côté collaborateur, dès le début du confinement, dès le 16 mars, la décision a été prise de laisser tout le monde au domicile et de protéger les salariés. Et ça a été la première décision prise. Et ensuite, j'allais dire seulement, alors évidemment, on a été réactif, mais ensuite seulement, c'est poser la question de comment on fait tourner l'entreprise, comment on remet les gens en capacité de travailler. Mais on l'a bien fait dans ce sens-là et pas l'inverse. Et puis, l'autre illustration, et vous l'avez peut-être vu, c'est la décision qui a été prise de reverser les cotisations automobiles acquises sur la période du confinement aux assurés, en considérant que l'entreprise n'avait pas vocation à tirer profit de cette situation et qu'elle se devait là aussi de protéger ses assurés et de les accompagner dans un moment difficile comme celui-ci. Donc voilà, c'est deux illustrations, mais ça montre bien que cette approche, cette démarche, elle est ancrée et elle est intégrée à tous les niveaux. Ce qui la rend d'ailleurs forte, au-delà de la gouvernance, c'est le fait qu'elle s'inscrive dans la durée et qu'elle soit, on parlait de 1934, mais depuis, elle vit toujours. Et en fait, c'est un héritage collectif qui est vivant, qui est souvent incarné en interne. Depuis la création, en fait, il a toujours été représenté, formalisé
pour être rappelé finalement en permanence en interne. Je vous ai mis une petite illustration alors, qui date entre guillemets, mais qui a longtemps vécu en interne et qu'on appelle l'arbre des valeurs et qui avait vocation à représenter les racines représentant nos fondements, le tronc et les branches représentaient les principes et puis les valeurs, pardon, et ensuite c'était traduit en principe d'action. Au-delà de la petite image qui depuis a évolué, évidemment le wording a été retravaillé, mais ça montre surtout qu'en fait on a toujours veillé à la Maïf à avoir ce référentiel commun, à formaliser cette démarche humaine et responsable pour donner du sens. Ça, c'était avant, j'allais dire, en termes de représentation. En 2019, la Maïf est allée un cran plus loin en décidant de se doter d'une raison d'être qui a été partagée avec l'ensemble du corps social à l'occasion d'ailleurs d'un événement collectif qui réunissait plus de 1000 collaborateurs et managers, l'Assemblée générale au sens les représentants des assurés qui étaient là aussi et qui marquait le début du chemin, entre guillemets, pour devenir une entreprise à mission. Ce qui doit être le cas, alors en termes de calendrier, les événements ont un peu décalé, mais ce qui doit être le cas juridiquement et très officiellement en 2020. Et ça montre encore plus cette dimension de volonté de s'inscrire dans cette démarche très volontariste de responsabilité sociétale et de l'inscrire vraiment au quotidien dans sa stratégie et dans son ADN. C'est le défi qu'elle a choisi depuis de nombreuses années et qui est porté par l'ensemble de nos métiers. Ce que je voulais partager avec vous, c'est justement cette raison d'être qui a été dévoilée en 2019, qui reprend ce que je vous ai partagé, qui le pose avec des mots et qui a été diffusé, qui continue de l'être évidemment, hein, qui est partagé avec l'ensemble des acteurs Maïf. J'espère que le son va marcher, vous ferez des grands signes si ce n'est pas le cas. Convaincu que seule une attention sincère portée à l'autre et au monde permet de garantir un réel mieux commun, nous, Maïf, plaçons cette attention au cœur de chacun de nos engagements et de chacune de nos actions. C'est notre raison d'être, ce que nous faisons aujourd'hui et que nous continuerons à faire demain. Face à des enjeux de fracture sociale, d'urgence climatique et de rupture digitale qui s'amplifient, nous prenons nos responsabilités en tant qu'assureurs militants, employeurs responsables, acteurs économiques citoyens. Comment ? En pesant sans relâche chacune de nos décisions, chacun de nos actes, chacun de nos choix, pour qu'ils génèrent un impact positif. Parce que oui, favoriser l'éducation réduit les inégalités. Parce que oui, réparer une voiture ou équiper une maison de façon responsable diminue le gaspillage et la surconsommation. Parce que oui, mener une politique RH engagée favorise le vivre ensemble et l'épanouissement de chacun. Parce que oui, accompagner la vie associative et l'économie collaborative réaffirme la place centrale de l'humain. Parce que oui, investir dans la transition écologique bénéficie au territoire. Parce que oui, faire des choix radicaux en termes d'investissement contribue à une économie solidaire et responsable. Militants, depuis plus de 80 ans, nous voulons aller encore plus loin dans nos engagements et nous le ferons avec vous. Cela peut paraître ambitieux pour un assureur. Pour un assureur militant, c'est un projet enthousiasmant. Donc voilà, on le voit, ce manifeste, il est très guidant et très structurant sur l'intention très volontariste de la Maïf concernant cette démarche vraiment humaine et responsable. Convaincu que ce... Voilà, pour que cette intention soit transformée en acte interne, évidemment, ça passe par cette approche historique, forte et partagée, mais ça passe aussi, ça doit se traduire aussi de façon concrète dans le quotidien des différents acteurs et des différents métiers. Et à la Maïf, ça s'articule autour de 2 dimensions majeures. D'une part, l'incarnation dans le cap fixé, le pilotage même de l'entreprise, comment on le traduit au-delà de la raison d'être qui, j'allais dire, qui est très belle et qui a vraiment été reçue comme ça. Pour la petite histoire, quand elle a été présentée au corps social, il y a eu un accueil vraiment très enthousiaste et très positif et une vraie fierté exprimée des collaborateurs. Maintenant, c'est comment on la met en œuvre et ça, donc ça passe par l'incarnation et par la façon même de travailler finalement au quotidien, de créer des offres, des produits, de fonctionner.
Sur l'incarnation, évidemment, pour que ça ait du sens, c'est ancré dans notre plan stratégique en tant que tel. Le plan stratégique, vous le voyez, notre plan stratégique en cours, il s'appelle Engagé pour demain. Et il articule notre stratégie autour de 2 dimensions. L'une, alors sur laquelle je passerai rapidement, qui consiste à faire évoluer nos métiers pour s'adapter. Et l'autre, qui est très en lien avec cette démarche, qui est celui de la singularité. Les deux allant systématiquement, c'est jamais, là je les présente dans cet ordre-là parce que je vais m'attarder sur le second, mais il n'y a vraiment pas d'ordre, les deux sont essentiels. Et la singularité, ça vise à proposer un modèle d'entreprise différent qui crée plus de satisfaction, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure dans le manifeste, mais qui se traduit aussi vraiment dans les objectifs qui vont être définis en feuille de route, en plan stratégique, en plan d'action et aussi en indicateurs. Et cette ambition, elle incarne bien notre conviction que l'avenir de la Maïf doit nécessairement s'accompagner de la contribution à la création d'un monde plus harmonieux, plus juste et plus respectueux. Et le fait de poser ça dans le plan stratégique, de se dire, bien sûr qu'on est une entreprise et qu'on assure notre avenir, mais ça ne doit pas se faire au détriment d'autres impacts. Au contraire, ça doit même servir ce qu'on appelle en interne le mieux commun. Et forcément, quand vous inscrivez ça dans un plan stratégique, quand vous le faites porter par des dirigeants, par des managers, par des acteurs, ça donne un sens commun au métier et au quotidien de chacun qui évidemment n'est pas neutre. Si je donne 2 rapides exemples, les gestionnaires de sinistres qui donc vont gérer vos dossiers si vous avez un accident ou un dommage, vont par exemple prescrire des pièces de réemploi. Alors, on pourrait se dire, oui, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est d'avoir accompagné, de continuer d'accompagner la structuration de cette filière en France, convaincu que quand vous cassez un rétroviseur, bien sûr que vous pouvez racheter un neuf et contribuer à reproduire encore et encore, mais on sait où on peut aussi faire de l'économie circulaire et avoir une dimension vertueuse sur ces éléments-là. Et c'est quelque chose qu'on invite à faire. Quand je dis invite à faire, c'est pas neutre, c'est que l'idée, c'est surtout pas de le faire pour des raisons économiques et d'en bénéficier au niveau de l'entreprise. C'est une proposition qu'on fait à notre assuré qui a la main pour choisir s'il souhaite ou pas bénéficier de pièces de réemploi. Et en toute transparence, aujourd'hui, la filière est tellement peu équipée et peu organisée que ça ne représente pas de gain économique. On est plutôt on est vraiment sur cet impact et sur cette volonté de contribuer à un monde différent et notamment au niveau de la consommation. L'autre exemple assez révélateur, c'est aussi la finance. Évidemment, en tant qu'entreprise d'assurance, on a des équipes de financiers qui vont chercher à placer, à faire fructifier les capitaux de l'entreprise et de nos assurés. La manière de concevoir le métier et de l'exercer à la Maïf est assez radicalement différent, puisqu'il ne s'agit pas de générer des produits financiers à tout prix, là aussi, mais bien de trouver un équilibre entre ces de l'entreprise, mais aussi de l'assuré, et puis d'avoir des entreprises vertueuses dans lesquelles les fonds sont placés. Typiquement, on a rayé certaines entreprises de possibilités d'investissement. Très concrètement, on n'investit pas dans des entreprises d'armement ou encore dans la filière du tabac. Enfin, voilà, il y a plein d'exemples. Et au-delà de ça, on est allé plus loin puisque en concevant la gamme de produits d'épargne, l'engagement, le principe fondateur de notre gamme d'épargne depuis plus de 10 ans maintenant, c'est d'avoir une épargne complètement garantie, responsable et solidaire. Ça veut dire que quand on a investi des capitaux à la Maïf s'engage à les investir et les investit pour créer de l'emploi et accompagner de la transition écologique, des démarches qui nous semblent vertueuses et en toute transparence. Donc, on le voit, le fait de l'intégrer dans le plan stratégique, forcément, dans les commandes qui sont passées et qui sont formulées aux équipes, ça se traduit de façon très concrète, d'autant plus que c'est un cap qui est incarné au plus haut niveau. On a des dirigeants, je vous ai fait une petite copie du site Maïf où vous voyez notre président et notre directeur général qui sont eux-mêmes évidemment très engagés et qui incarnent cette ambition et cette démarche. Ça peut paraître anecdotique, je suis personnellement convaincue que c'est hyper important parce que forcément, ça amplifie le sens que ça donne à tous, mais en plus, ça se traduit, quand vous l'incarnez, ça se traduit dans les commandes que vous allez passer à vos équipes et dans la façon dont vous les passez et les attentes que vous avez. Quand on reçoit une commande, si je continue avec l'exemple de la finance,
Quand nos dirigeants demandent aux équipes financières de leur présenter la stratégie politique, la stratégie d'investissement, pardon, forcément, elle induit, ou en tout cas, ils attendent qu'elle induise toute cette démarche. Et donc, c'est un challenge de plus pour l'équipe, mais c'est un sens très marqué et très donné. Et puis, enfin, ce cap incarné et piloté, il est aussi piloté par les indicateurs qu'on suit pour être complètement cohérent et donc complètement aligné avec cette démarche. Je vous ai partagé là le quadriptyque qui guide notre plan stratégique, en fait, qui est l'outil de mesure de la mise en œuvre du plan d'action et finalement qui nous permet aussi de choisir nos projets. Et vous le voyez, il y a évidemment la performance durable de l'entreprise, donc des indicateurs économiques et de performance. Il y a la satisfaction des sociétaires, l'épanouissement des acteurs et la contribution au bien commun. La représentation en forme de cercle, elle peut paraître anecdotique, en fait, elle ne l'est pas du tout. L'idée, c'est vraiment de montrer que ils ont tous, les 4 dimensions ont le même poids et la même importance. On ne privilégie pas l'un par rapport à l'autre. On ne choisit pas un projet, même s'il est hyper intéressant en termes de performance durable, s'il n'embarque pas les 3 autres dimensions ou s'il se fait au détriment des 3 autres dimensions. D'ailleurs, c'est formulé comme ça dans le plan stratégique. Nous choisissons désormais d'orienter notre activité et de sélectionner nos projets en prenant d'abord et prioritairement en compte leur impact sur nos assurés, les acteurs et plus largement sur la contribution au bien commun. Donc, on le voit, cet écosystème, il est assez global et assez vertueux puisque forcément, quand vous êtes, quel que soit votre métier, quand vous allez commencer à travailler, c'est dans ce cap-là, dans ce sens-là, et en plus, on l'accompagne d'actions concrètes de diffusion, si je peux dire, quotidienne au sein de l'entreprise dans la façon de travailler. Ça passe par une culture interne forte. La culture interne forte, elle se traduit évidemment par des actes de communication, par des gestes de management, par des temps forts. Et tout ça vient nourrir et vient réactiver régulièrement la démarche, son importance et le sens qu'on lui donne. Pour la petite histoire, mais qui n'est pas neutre, quand on voit, quand on a l'histoire, la structure même de gouvernance de l'entreprise, qu'on a forcément l'assuré au cœur de nos préoccupations. C'est d'autant plus le cas au quotidien que si je prends l'exemple des entités, alors ce que nous on appelle les délégations, qui sont les agences physiques en région, dans ces agences physiques, on a évidemment des équipes salariées, mais on a aussi des assurés qui donnent de leur temps, qui s'investissent bénévolement pour l'entreprise parce qu'ils croient au modèle, parce qu'ils croient aux valeurs et qui vont contribuer aux côtés des salariés à faire connaître, à diffuser, à participer à des opérations non marchandes mais d'engagement. Et forcément, quand vous avez au quotidien, quand vous côtoyez au quotidien des assurés qui ont des préoccupations d'assurés, vous n'oubliez pas votre client final, il est en permanence au cœur des préoccupations. Je vous ai mis les atouts culturels de la Maïf. C'est un diagnostic culturel qui a été mené par un cabinet externe l'année dernière et qui montre, donc ce n'est pas juste de l'auto-déclaration entre guillemets, parce qu'on a aussi besoin de le mesurer régulièrement, mais qui montre que ce socle culturel, il est effectivement commun, il est solide, que quand on interroge l'ensemble des acteurs internes, ils s'y reconnaissent et ils savent le décrire, ce qui est évidemment pour moi fondamental sur la façon de se l'approprier et du coup de le mettre en œuvre. Si cette dimension-là de culture interne, elle vaut évidemment pour tous les métiers, elle vaut dans tous les secteurs d'activité. Évidemment, elle interagit avec notre approche de design et elle est dire une boussole forcément très forte et très guidante sur notre façon de designer et de concevoir. En fait, depuis, alors j'allais dire 2017, évidemment, c'était un peu avant et ça s'inscrit là aussi sur de la durée, mais la Maïf a posé l'ambition de devenir une expérience compagnie encore plus et a choisi en tout cas pour ça de mener cette transformation en s'appuyant sur les compétences et la méthode de design. Donc, on a intégré complètement les pratiques et les compétences. Il y a aujourd'hui, alors j'ai plus le chiffre exact, mais une 60aine de designers qu'on anime en guilde
et qui aide l'entreprise aussi à avancer sur ces dimensions-là par des approches différentes. Forcément, en tant que designer, la démarche qu'on a partagée, le sens qu'on a partagé nous engage dans nos pratiques et dans nos choix. Donc, forcément, on ne design pas à la Maïf comme on le ferait dans n'importe quelle entreprise. Forcément, cet écosystème, ce background vient nourrir nos choix et nos orientations. Et pour aller plus loin, on a choisi de travailler ensemble en interne à définir et surtout à formaliser ce qu'est l'expérience qu'on souhaite faire vivre à nos utilisateurs. On a plein de choses qu'on ressent, qu'on ressentait. On s'est dit, si on veut tous avoir un cap commun, c'est quoi les ingrédients d'un parcours à la Maïf, c'est quoi ce qu'on vise. Et donc, c'est ce qu'on a appelé l'empreinte Maïf. L'empreinte Maïf, c'est le souvenir émotionnel, évidemment, qu'on cherche à laisser à l'utilisateur, quel qu'il soit, client, le prospect, l'acteur interne, collaborateur ou militant. Et ce souvenir, évidemment, pour être mémorable, il doit être singulier, il doit être marquant et il doit vraiment développer un sentiment d'appartenance fort à la Maïf. L'idée, c'est que cette empreinte-là, elle permette à tous de se reconnaître dans une marque responsable et aux valeurs fortes. Donc, nos choix de design doivent incarner cette empreinte positive et redonner le sens global. Et ça se traduit par plusieurs dimensions. Vous pouvez retrouver la Guilde a notamment lancé un blog du design à la Maïf qui partage sur comment on design à la Maïf et notamment dans les dimensions essentielles qui guident nos choix de design. Il y en a 4 que je voulais vous partager aujourd'hui. Il y a l'inclusion, la responsabilité, l'éthique et la symétrie. L'inclusion, c'est toutes les notions d'accessibilité, si je le fais très rapidement. La responsabilité, c'est notamment, on parlait tout à l'heure du bien commun, c'est forcément d'avoir des choix de design et d'interaction qui sont plus frugaux, on va être dans de la low-tech, voire dans de la green tech. Et donc, on va prendre en compte tous ces éléments-là dans nos choix de design. L'éthique, c'est l'illustration qu'on peut partager, c'est tout ce qui est recueil et utilisation des données. C'est quelque chose qui est vraiment pris en compte dans les choix de design, notamment dans le métier de l'assureur. Le recueil du consentement est quelque chose de très réglementé et de très suivi. La Maïf le souhait de la Maïf et des éléments qu'on prend en compte dans les parcours, c'est que le consentement soit vraiment éclairé, qu'il soit à la main de l'utilisateur et qu'on redonne quelque part le pouvoir de contrôle et de suivi des données à l'assuré. Et la symétrie, on l'a évoqué depuis le début, mais c'est de se dire, systématiquement, évidemment, quand on conçoit une interface, quand on conçoit un produit, on pense client, mais on porte la même attention aux collaborateurs internes. Et systématiquement, quand on va concevoir, si je prends l'exemple de l'outil de gestion au quotidien, évidemment, c'est qu'est-ce que je permets à l'utilisateur, à notre assuré de faire en ligne, mais aussi comment j'accompagne le collaborateur en interne. Donc, notre approche de design, elle reprend vraiment l'ensemble de ces éléments avec une conviction, c'est que le design vient finalement servir l'expérience étant la preuve de la promesse que fait la Maïf. La promesse, c'est l'ambition, c'est le plan stratégique, la raison d'être qu'on a partagée. C'est l'architecture de marque qui vont vraiment caractériser cette promesse. L'expérience, c'est la preuve. C'est ce que vont vivre vraiment nos utilisateurs et donc elle doit être le reflet parfait, j'allais dire. La perfection n'existe pas, mais en tout cas, il doit y avoir une cohérence totale entre ce qu'on vit et ce qu'on s'attend à vivre, entre guillemets. Et pour ça, évidemment, le design reprend ces éléments-là et va se nourrir de tout ça pour construire les interfaces, les parcours, les offres, les postures, les aménagements. Pardon. Pour nous guider dans tout ça, dans cette approche, évidemment, on l'a outillé. On l'a outillé d'un référentiel commun, le design system à la Maïf, qui reprend évidemment l'intention, les principes structurants, quand je dis l'intention, c'est l'empreinte, les principes structurants, des éléments guidants qui sont à intégrer dans nos parcours, dans nos interfaces, dans nos différents points d'expérience. Et c'est finalement l'indispensable boussole quotidienne, d'autant plus que elle a été conçue et qu'elle vit grâce à la contribution des équipes. L'idée, c'était évidemment
un carcan limitant et réducteur, mais bien au contraire, de créer un référentiel qui permette à tout le monde de bien appréhender le sens, de favoriser la cohérence et donc l'impact de chacun de nos actes, de nos designs vers une cible commune. Concrètement, c'est une forme de, alors le terme est réducteur, mais de librairie en ligne qui comprend des composants logiciels, éditoriaux, graphiques, mais aussi des éléments de posture, des éléments d'intention et d'état d'esprit pour permettre de développer et de contribuer à créer ces expériences-là, quel que soit le métier, quel que soit le parcours, quel que soit l'outil. Et l'idée vraiment dont on est convaincu, c'est que chaque collaborateur, chaque acteur interne joue un rôle dans l'expérience utilisateur. Bien sûr, les designers ont une place, j'allais dire, prépondérante, conçoivent ces éléments, vont les développer, vont contribuer au développement et donc ils sont au cœur même de ça, mais chacun a un rôle à jouer et c'est important en tout cas que chacun comprenne l'intention. Si j'ai un outil ou si j'ai un document hyper bien designé, mais que je n'ai pas compris l'intention et que moi, en tant que conseiller, quand je vais rencontrer mon assuré, je n'incarne pas cet état d'esprit dans ma posture, dans mes propos, dans mon écoute, dans mon empathie. L'outil, il peut être très, très bien conçu. On perd une force d'impact assez évidente. Donc, l'idée, c'est le design system, il est évidemment en première ligne pour les designers, mais il est ouvert à tous et il regroupe des éléments qui sont partager et communiquer avec tout le monde. L'empreinte et les ingrédients qu'on évoquait tout à l'heure sont à appréhender et sont diffusés en interne, évidemment avec les designers, mais aussi avec les collègues qui sont au téléphone ou des collègues au marketing ou des collègues aux achats, parce que ce sens commun, il doit être partagé par tous. On n'est pas tous designers, mais on a tous un rôle à jouer dans l'expérience. Et pour jouer ce rôle, on a besoin de comprendre le sens et la cible commune. Donc voilà, en quelques mots, j'espère avoir été claire sur comment la Maïf finalement incarne cette démarche, construit un écosystème, le fait vivre. On le voit, on pourrait presque penser que c'est facile pour une entreprise comme la nôtre, puisque c'est l'ADN même de la Maïf. Pour autant, je suis convaincue de l'importance mais aussi du coup de la potentielle difficulté d'activer cet ADN et de le faire vivre dans la durée pour que ça ne reste pas une belle et noble intention, mais bien que ça prenne tout son sens en acte et au quotidien. Et c'est là tout l'enjeu des équipes en permanence depuis la création de la Maïf et chaque jour. Et ça passe par un état d'esprit en fait, permanent et des convictions sincères qui sont toujours réaffirmées. On le voit, c'est un travail... on n'a jamais fini, on remet l'ouvrage en permanence. On continue à réaffirmer, on continue à redonner le sens, réaligner, le traduire en actions concrètes. Et à la Maïf, on le résume en rappelant tout le temps que chaque acte compte et que nous sommes tous acteurs engagés au service de notre utilisateur. Voilà, n'hésitez pas, je ne vois pas le fil de questions, mais je suis à votre dispo s'il y a des questions, s'il y a des points que vous souhaitez éclaircir, s'il y a des réactions aussi, n'hésitez pas. Merci beaucoup Delphine, c'était vraiment super, très, très riche, très dense et très complet. Et personnellement, j'ai appris des choses, des éléments de détail que j'ignorais dans la façon dont vous réalisez cet alignement entre la stratégie, l'ambition donc de la Maïf, sa mission et les actions que vous mettez en place au quotidien. Et de savoir que le design de service est cette boîte à outils et ces méthodes qui vous permettent de faire le lien entre tout ça, c'est une super nouvelle. Donc, voilà. On a quelques questions effectivement à vous poser de la part des participants. Alors, on avait une question donc sur... le fait qu'aujourd'hui on travaille différemment et comment est-ce que ça va inspirer, c'est une question de Renatus, comment est-ce que cette nouvelle façon de travailler qu'on a apprise pendant l'épidémie, est-ce que ça va inspirer le mieux comment et comment vous parlerez de l'avenir à la Maïf?
Alors, je n'ai pas encore toutes les réponses. En tout cas, on a une conviction assez partagée en interne qui est de se dire qu'on n'a pas envie que l'après soit comme l'avant. Et donc, on a envie de jouer notre rôle en tant qu'entreprise et donc en ayant une responsabilité sur comment on construit, alors, j'allais dire la société de demain, c'est peut-être un peu présomptueux, mais en tout cas, comment on y contribue. Et puis, on est en train de regarder tout ça avec les designers. On est en train de mener une recherche utilisateur sur notamment comment les collaborateurs ont vécu cette période, quels enseignements on en tire sur notre fonctionnement, sur notre impact, sur comment on accompagne nos assurés et comment on se positionne en tant qu'assureur. On sait que les assureurs ont été pas mal décriés sur la période par rapport à leur absence, ou en tout cas l'absence de certains acteurs. Donc, on a très clairement envie de tirer ces enseignements et on est en train de le faire. C'est un peu tôt encore pour, pour identifier comment ça va se traduire. En revanche, très concrètement, le plan stratégique engagé pour demain, il est jusqu'en 2022. Cet été, on a déjà lancé des travaux pour voir comment on le remet à jour avec une idée qui est de se dire, quand je dis remettre à jour, c'est plutôt que la conviction que la situation qu'on vit conforte nos convictions, conforte nos orientations et on se dit plutôt qu'on a envie d'accélérer que de remettre en cause tout ça. Donc, voilà, je n'ai pas encore les éléments très concrets, mais en interne, on en a sur la culture, sur comment ça fait bouger les lignes forcément, on a envie de plus de transversalité. La période qu'on a vécue nous a levé des freins qu'on avait sur le fonctionnement, sur les interactions, sur le contrôle. Donc, on a envie effectivement de tirer le bénéfice de tout ça pour accélérer. Ouais, c'est ce qu'on avait cru ressentir effectivement dans tous les échanges qu'on a vu passer et dans les prises de parole de votre PDG, Monsieur Demurger, autour de l'entreprise à mission et précurseur en fait dans le monde de demain. Alors, j'ai une autre question sur la dimension low touch de toutes les interactions qu'on peut avoir en ce moment en lien avec le virus. Donc, j'imagine que les délégations sont encore fermées, peut-être. Elles ont réouvert? Alors, elles rouvrent progressivement. En fait, on fait du cas par cas selon les situations, selon les régions, selon là aussi la situation aussi des collaborateurs. Pour prendre tout ça en compte. Donc, on est en train de rouvrir progressivement. Elles ont évidemment été fermées pendant toute la période de crise. Et du coup, alors, je parlais tout à l'heure d'accélération, mais ça nous a évidemment aussi poussé à accélérer sur les notions d'omnicanalité avec les autres canaux, que ce soit le canal digital, le téléphone ou autre. Donc, effectivement, les délégations rouvrent progressivement et ça nous amène aussi à nous questionner sur le rôle et la place de chacun de ces points de contact dans la relation demain avec le sociétaire. Tout en maintenant, j'imagine, en essayant de maintenir le plus possible cette notion de proximité client qui est dans votre ADN. Donc, comment est-ce qu'on peut concilier le low touch, high touch, high tech? Alors, il faut savoir que effectivement dans notre ADN et en même temps de façon, j'allais dire presque paradoxale, on a un réseau physique qui est très réduit par rapport à beaucoup d'autres, si je pense à d'autres assureurs ou même aux banques, on a très peu d'agences physiques. Donc en fait, la proximité, elle se traduit pas que par la présence physique, elle se traduit beaucoup par de la relation par d'autres canaux et notamment un des exemples. Alors, je ne sais pas si on est dans le low-tech, mais un des exemples, c'est notre fameux corps militant, notre fameux corps d'assurés engagés à titre bénévole aux côtés des salariés à la Maïf, s'est mis en ordre de marche avec les salariés pour prendre contact sur la période avec, par exemple, nos sociétaires les plus âgés. Et ça représente un taux important de nos assurés pour juste prendre des nouvelles, voir s'ils avaient besoin de quelque chose, assurer une présence. Donc, c'est effectivement assurer cette proximité, pas forcément par de la présence physique, mais c'était le cas finalement déjà avant la crise et continuer à le faire. Et puis, on a mis en place aussi, on a réactivé finalement des dispositifs qu'on avait d'entraide, de mise en relation au niveau local en termes de proximité.
pour créer tout ça et accompagner nos assurés dans cette période-là. Là, vous parlez de la plateforme Cher Entraide. Exactement, oui. D'accord. Alors, vous avez cité à de nombreuses reprises cette notion d'écosystème qui vous est chère à la Maïf. Comment faites-vous en sorte pour que toutes les parties prenantes de votre écosystème participent à la gouvernance et se sentent investies? Est-ce que vous faites des choses concrètes pour l'ensemble de vos parties prenantes pour que tout cela soit le plus vivant possible? Alors oui, le but, je parlais tout à l'heure de le réactiver en permanence et au quotidien. Oui, le but, c'est effectivement de… Alors, ça passe par la transparence de l'information. Je donne un exemple. Quand on fait un séminaire, un lancement de feuille de route, par exemple au niveau de notre direction, sont invités évidemment les acteurs internes, sont invités aussi les prestataires avec lesquels on travaille, pour qu'ils comprennent aussi le sens de ce qu'on cherche à faire, qu'ils soient complètement embarqués. C'est le cas dans les moments descendants où on partage l'information, mais du coup, c'est aussi le cas quand on a des ateliers de co-construction. Je parlais tout à l'heure de la guilde des designers. La guilde des designers, elle regroupe évidemment nos designers internes, mais aussi les prestataires qui contribuent, qui participent, qui font partie prenante complètement des ateliers. Donc, ça passe beaucoup par de l'information, par de l'intégration dans les travaux. On a beaucoup, alors je suis toujours prudente avec ce terme-là, mais on essaye de travailler beaucoup en co-construction ou en tout cas en association des contributeurs. Et donc, ça se traduit effectivement à chaque temps d'entreprise. Si je prends un moment un peu plus haut, entre guillemets, quand on définit la stratégique ou quand on définit la vision à 10 ans, à chaque fois, on s'est engagé dans des démarches participatives pour entendre, pour écouter, pour faire participer les différentes parties prenantes, les acteurs internes, les assurés, soit les assurés en direct et ou les assurés à travers leurs représentants. Très bien. Est-ce que, c'est une question un peu plus personnelle, quels sont les principaux défis auxquels vous devez faire face? Puisque vous êtes à la direction de la stratégie, on comprend bien que le design est intégré dans toutes les strates de l'organisation et dans le plus possible de silos, j'imagine, de manière à décloisonner un peu tout ça. Quel est le défi que vous avez à affronter dans ce contexte? Alors, le premier qui me vient à l'esprit et qui marque notre quotidien, c'est finalement comment on s'inscrit au-delà de l'organisation. Puisqu'évidemment, quand on parle design, quand on parle approche utilisateur, on parle transversalité. Et aujourd'hui, on est encore une entreprise structurée, j'allais dire, de façon assez classique. En silo, oui, parfois, et au moins en verticale. On a des verticales produits, on a des verticales métiers, on a des verticales canaux qui ne sont pas toujours compatibles avec le design, avec cette approche transverse. Et ça, c'est un élément, enfin, ramener systématiquement à l'intérêt de l'assuré, à l'intérêt de l'entreprise, c'est finalement le défi quotidien des équipes dans les différents projets et dans la conviction nécessaire pour avancer. Et du coup, j'imagine qu'il y a une partie acculturation, pédagogie qui est très, très importante. Dans votre guide, est-ce que c'est le rôle de tout le monde d'être un ambassadeur et de raconter les projets, les histoires? Comment est-ce que vous diffusez cette culture et comment vous déployez le design et l'expérience client dans l'organisation? Alors, c'est une question, j'allais dire, permanente, en fait. On se la pose toujours encore. Je pense qu'on va se la poser encore longtemps. Ça passe à la fois, effectivement, par la conviction que, je le disais, chacun a un rôle à jouer et donc chacun peut être un relais. Et la guilde, pour nous, est évidemment le premier relais et le plus évident, j'allais dire. Et on essaie systématiquement d'allier des temps d'acculturation, d'enseignement, de partage, de formation. On a mis en place un groupe UX qui a été, alors obligatoire, le terme est un peu fort, mais en tout cas qui a été développé qui a été proposé à toutes les directions et qui est un objectif partagé de s'acculturer à ces dimensions-là.
Donc, à chaque fois, on essaie d'avoir cette alliance entre des temps collectifs descendants, des preuves par l'action, entre guillemets, en s'appuyant sur nos relais. Et puis, ça passe aussi par de la communication ou évidemment sur nos réseaux internes, sur l'intranet. On cherche à mettre en avant, pas forcément la démarche, mais le résultat pour faire prendre conscience finalement de l'impact et de l'intérêt qu'on a tous à mettre en place ces méthodes-là. Très bien. Merci beaucoup Delphine. Avez-vous d'autres questions? Je m'adresse aux participants. Quelqu'un veut-il poser une dernière question à Delphine? Alors, en attendant que les gens ouvrent leur micro, je vais me permettre d'en poser une. Toute la première partie très institutionnelle de la présentation de la Maïf, quelque part aujourd'hui, pour bien connaître le milieu de l'assurance, tous se veulent à peu près du même discours. Sauf que là, je le sais, pour vous, c'est vraiment, enfin, je le ressens vraiment incarné. Je voulais savoir qu'est-ce qui fait cette différence justement entre quelqu'un qui va regarder que le début de la présentation et qui va se dire, bah, au final, ils sont comme tout le monde. Et puis, quand on va creuser avec le quadriptyque, etc., qu'est-ce qui fait que la Maïf arrive à assumer cette position à part? Il y a deux choses pour moi. La première, c'est qu'on a un modèle qui est un modèle basé sur la fidélisation. Très concrètement, depuis toujours, notre modèle, il n'est pas de recruter à tout va des assurés, des assurés des contrats, mais bien de protéger ceux qui sont chez nous, de les garder. Et d'ailleurs, on a un taux de départ qui est le plus faible du marché. C'est pas neutre parce que ça veut dire que si je suis très pragmatique, tout l'argent qu'on ne met pas à recruter de nouveaux assurés, c'est de l'argent qu'on peut mettre à accompagner et à protéger les assurés qu'on a en portefeuille. Donc, c'est déjà un modèle qui, de fait, permet ça. Et alors, il est aussi très exigeant parce que ça veut dire que quand vous êtes un sociétaire fidèle, forcément, vos attentes et vos besoins en termes d'expérience sont encore plus forts que quand vous arrivez dans une entreprise, que vous êtes un client et que vous changez régulièrement d'entreprise. Donc, c'est très exigeant, mais c'est aussi très structurant et ça permet en fait de se projeter sur des visions moyen-long terme qui sont évidemment beaucoup plus compatibles avec des démarches UX que des visions très court terme. Fondamental, ce modèle-là. Et puis, le deuxième point, c'est vraiment, je parlais effectivement, Laurence le soulignait tout à l'heure, beaucoup d'écosystèmes, mais parce qu'on sait que ça passe par la cohérence de tout ça. S'il n'y a que la promesse, mais qu'on n'est pas au rendez-vous, c'est assez destructeur et en tout cas, ça ne tient pas longtemps. À l'inverse, et on a connu ça à la Maïf pendant un certain temps, si vous avez la preuve, mais que vous ne la faites pas connaître, c'est aussi réducteur. Donc, il y a ce besoin permanent. Je dis ça d'autant plus à l'aise, entre guillemets, que pendant très longtemps à la Maïf, on s'est interdit de communiquer, par exemple. Et aujourd'hui, presque avec une forme de… je ne sais pas si c'est de la timidité ou de réserve, en se disant bon, on va le faire, mais on ne va pas trop le dire. Aujourd'hui, on est en train de prendre notre place et aussi en train de se dire on a un rôle à jouer. Alors, surtout pas de donneur de leçons, mais plutôt de se dire que peut-être qu'en nous voyant, peut-être qu'en voyant les bénéfices qu'on en tire, d'autres auront envie de suivre ce chemin-là. Oui, et j'ajouterais, je pense aussi que du fait de votre position sur le marché et du rôle que vous avez joué pendant la pandémie auprès de vos sociétaires, je pense que vous avez toute la légitimité à faire passer ce message selon lequel le design est important pour livrer des expériences qui sont plus humaines et plus centrées sur les valeurs qui sont celles du monde d'aujourd'hui. Voilà, si vous pouviez en parler et diffuser largement vos histoires et vos méthodes, ce serait super. C'est un message. Mais c'est vrai, ouais, message reçu. Mais c'est vrai que nos évidences ne sont pas toujours les évidences des autres, donc c'est important de les partager. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Ça ferait évoluer la discipline en France. Merci beaucoup. Merci à vous. Un grand merci à vous, Delphine, d'avoir accepté de jouer le jeu. Merci à tous les participants. Si vous avez des questions suite à l'échange ou autour du design de service, vous n'hésitez pas. Vous avez plusieurs points de contact, que ce soit sur Meetup, LinkedIn, etc. Nous sommes à votre disposition. Très bon après-midi.
message à tous pour conclure. Si vous voulez vous inscrire au chapitre français, enfin, au SDN, au Service Design Network, nous avons besoin de vous pour que la France soit représentée dans la galaxie du design de services dans le monde. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon après-midi. À bientôt. Merci Delphine, merci à tous. Et au revoir. Merci Bertrand, Pablo et toute l'équipe. Au revoir.